Alors pour moi, le design, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, et c'est quelque chose dont je me suis emparé et qui me sert très souvent, pas que dans la vie pro, mais aussi dans la vie perso. Pour moi, c'est une capacité à se questionner et quelque part à toujours être dans le challenge de OK, on a fait ça comme ça la fois passée, ça s'est plutôt pas mal déroulé, ou au contraire, ça s'est pas bien passé. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Être sans cesse dans le questionnement de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener de la valeur, pour délivrer de la valeur. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, je suis très content d'accueillir aujourd'hui Jérémy Cohen. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Jean-Laurent, bah écoute, impeccable, confiné à la maison, mais en pleine forme, et puis ravi de passer ce moment-là avec toi aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc moi je suis UX designer freelance. Ça fait 4 ans que je me suis lancé, et auparavant j'ai baroudé dans des grandes entreprises dans le domaine du digital de manière large. Donc j'ai commencé en étant webmaster à l'époque où il y avait un seul rôle qui s'occupait dans les organisations du front-end, du back-end, de l'ergonomie et autres. Et D'accord. puis petit à petit, je me suis spécialisé au fur et à mesure que des nouveaux rôles sont apparus, et donc en étant voilà, chef de projet fonctionnel, et puis après manager d'une équipe full stack. Et donc tout ça dans des grandes organisations, donc à chaque fois avec des gens à convaincre, des réticences, ou en tout cas des gens à embarquer et des cultures à intégrer. Et donc plus récemment, une volonté de me spécialiser là-dedans par rapport aux choses que moi j'avais pu expérimenter, et envie aussi de diversifier les domaines et les dossiers sur lesquels je pouvais travailler. Donc envie de partir en freelance. Donc ça, c'est pour une première casquette qui m'occupe la moitié de mon temps. Et l'autre D'accord. moitié, je la consacre à la pédagogie de manière large. Donc ça peut être de la formation, mais aussi de l'enseignement. Et plus récemment, j'ai intégré l'ISD à Valenciennes, donc c'est l'Institut supérieur du design, où on a lancé un master alors design d'interaction ou UX design. Donc, c'est une formation en 2 ans et qu'on monte de toutes pièces. Et donc, bah, je suis référent pédagogique de cette filière. Ah, Et donc, en super. même temps, j'ai l'opportunité et la chance du coup de pouvoir reconstruire le programme en lien avec le staff, mais du coup de pouvoir suggérer des orientations, trouver les intervenants et interagir avec des étudiants qui sont hyper motivés. Donc c'est passionnant. Donc voilà, ça m'occupe une autre partie de mon temps, la deuxième moitié. Euh, D'accord. donc voilà, il y a deux pieds, hein, en fait, un pied sur le terrain avec l'activité de freelance et l'autre pied dans la pédagogie. D'accord, génial. Et donc le master, il a débuté cette année, c'est ça? Il a débuté l'an passé, Ah, et donc on a le premier batch là qui va être diplômé en 2021. Donc ouais, voilà. Donc ça a commencé l'an passé. Donc pour l'instant c'est sur 2 ans. Peut-être qu'à un moment donné ça remontera un petit peu la filière et on pourra directement intégrer un bachelor avant le master. Mais donc pour l'instant c'est sur 2 ans et ça a commencé l'an passé. d'accord, très bien. Et donc une autre question, pourquoi es-tu devenu designer ou pourquoi as-tu choisi ce métier? Alors j'y suis venu, en fait j'étais dans la position de mes clients, c'est-à-dire que moi j'étais salarié dans une entreprise et je pilotais des roadmaps projets. Donc c'est moi, enfin c'est par moi que passaient les priorisations des features qu'on allait mettre en place
intégrés dans les applications mobiles ou dans le site web de la marque. Et donc, j'étais régulièrement en contact avec la direction, le service client, la communication, le marketing, etc., qui régulièrement venaient me voir ou intégrés dans les comités et me disaient, bon voilà, il faudrait qu'on fasse évoluer cette partie-là, ou il faudrait qu'on intègre telle nouvelle fonctionnalité. Et à chaque fois, le prisme, en fait, c'était est-ce que c'est important pour le client, ou le client aujourd'hui, il a des difficultés là-dessus, il faut absolument qu'on résolve ça. Donc il y avait aussi bien dans le build and run, donc le build c'était vraiment la partie projet, et puis le run la partie corrective. Mais à chaque fois l'argument c'était il faut faire ça pour le client, quoi. Et donc moi j'avais du mal à prioriser les choses parce que tout était important, tout le monde mettait le client en avant, et donc quelque part j'avais vraiment ce problème de donner du sens à mes équipes, stabiliser un peu le périmètre et savoir qu'est-ce qui était plus prioritaire en fait qu'un autre. Jusque-là, c'était soit celui qui avait plus de galons ou celui qui passait plus de temps dans mon bureau. Enfin bref, c'était des choses qui étaient complètement, à mon sens, triviales et j'avais un vrai problème avec ça. Et je voyais que ça avait des répercussions aussi sur la motivation des équipes. Enfin bref, c'était un vrai problème. Et donc, comme j'avais la chance d'être dans un grand groupe, j'ai pu me rapprocher d'autres entreprises qui étaient dans ce même groupe et qui avaient, à mon sens, déjà intégré un peu mieux le client au centre de leur processus. Donc, c'est par des échanges que j'ai découvert qu'il y avait des métiers et des outils et des méthodologies dont c'était le rôle, en fait, quelque part, de replacer et reconnecter les entreprises avec leurs utilisateurs. Et donc, j'ai découvert voilà, l'UX, le design thinking et toute l'approche vraiment design, parce que moi, je ne suis pas designer de formation. Et donc, pour moi, le designer, c'était la personne qu'on faisait intervenir à la fin du projet pour faire les trucs jolis. Et ça, c'est un constat que j'ai pu faire dans toutes les entreprises dans lesquelles j'étais passé. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était loin d'être aussi simple que ça. Et donc, j'ai pu expérimenter un certain nombre de choses en tant que commanditaire. D'ailleurs, moi, j'ai fait venir des facilitateurs pour nos premiers workshops. On a eu à recruter des UX designers. On a fait nos premiers ateliers en mode design thinking, etc. Et donc, quelque part, j'ai pu un peu goûter à ces éléments-là. Et pour moi, ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Ça répond à plein de points de peine que moi, j'avais quand j'étais chef de projet ou quand moi, je suis maintenant manager. C'était des réponses à toutes les questions que je me posais de comment on fait pour amener de la sérénité là-dedans, garantir qu'on est dans la plaque et qu'on ne va pas tomber à côté en sortant le projet. Donner du sens, en fait, de se dire voilà pourquoi on choisit de travailler sur ce sujet-là plutôt qu'un autre. Et ça, c'est pas remis en question parce qu'il y a quelqu'un qui se roule par terre alors qu'il faut passer son sujet en priorité. Donc, pour moi, ça a été vraiment tout s'est éclairé. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, j'ai souhaité pousser les choses un peu plus loin que ce qu'elles n'étaient. Donc, il y a eu des succès, il y a eu des échecs dans ce que moi j'ai mis en place alors que j'étais salarié. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on y mette plus de moyens. L'entreprise n'était pas forcément prête, et donc je me suis dit, c'est peut-être le moment d'y aller. Et donc, ça fait 4 ans que maintenant, je propose mes services du coup à des différents types d'organisations, principalement des grosses organisations, parce que c'est ce que j'ai le plus connu. Mais plus récemment, j'avais aussi intégré avec des startups. Donc, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, mais les objectifs restent les mêmes. C'est amener une vision centrée utilisateur et par la pédagogie, par des outils et des méthodos, et en s'appuyant sur les expertises des entreprises dans lesquelles j'interviens. Donc, c'est vraiment D'accord. de la collaboration. Ok, très bien. Effectivement, c'est complet. Et qu'est-ce que le design représente pour toi aujourd'hui? Alors pour moi, le design, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, et c'est quelque chose dont je me suis emparé et qui me sert très souvent, pas que dans la vie pro, mais aussi dans la vie perso. Pour moi, c'est une capacité à se questionner et quelque part à toujours être dans le challenge de OK, on a fait ça comme ça la fois passée, ça s'est plutôt pas mal déroulé, ou au contraire, ça s'est pas bien passé. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Être sans cesse dans le questionnement euh, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener de la valeur, pour délivrer de la valeur. Et donc, ça peut être vraiment sous un angle comme moi je l'envisage de résolution de problèmes.
Donc vraiment, bon, voilà, je rencontre une problématique ou un obstacle et ça peut être encore une fois dans l'éducation des enfants, dans leur orientation ou aussi, dans, le fait de générer plus de business pour une entreprise. Et après, il peut y avoir aussi des choses qui sont beaucoup plus, dans une forme d'expression artistique, et donc c'est de pouvoir, voilà, ouais, au même titre que la musique en fait ou d'autres domaines, de pouvoir en fait, quelque part matérialiser des choses, mais pour faire passer un message. Donc voilà, moi je l'envisage plutôt, en tout cas personnellement, comme, étant un moyen de résoudre en fait des problèmes. D'accord, ok, très bien. Merci. Donc le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder avec toi, c'est donc l'UX design dans les grandes entreprises. C'est ce que tu disais à l'instant, c'est un environnement que tu connais bien et depuis longtemps parce que tu as travaillé dedans. Est-ce que déjà tu pourrais nous parler un petit peu de c'est quoi la différence entre une grande entreprise par exemple et une TPE, PME ou une start-up? Alors pour moi, ce qui caractérise ce que moi j'entends par, grande entreprise, c'est déjà la largeur de son organisation, de son organigramme. Ça veut dire, ça va être des structures où, ça va des fois être un peu compliqué en fait de savoir qui fait quoi. Il y a potentiellement des gens qui vont avoir, un rôle sans en avoir le mandat, c'est-à-dire, qui vont, soit être au service client ou au service études en fait, qui vont déjà endosser un petit peu ce rôle, d'être au contact avec les utilisateurs, sans forcément qu'on les appelle, UX designers. Hmm. C'est aussi des structures dans lesquelles il y a une culture. Et donc, quand on parle d'accompagnement au changement, de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches, il y a forcément, c'est corrélé à embarquer en fait des humains dans le fait de changer tout ou partie en fait de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, par rapport à ça, ce qui est important d'intégrer dans les grandes entreprises, c'est que ces grandes entreprises, souvent, elles ont des décennies, voire plusieurs centaines d'années d'existence. Et donc, si elles existent encore aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, la recette a fonctionné. Peut-être que plus récemment, le modèle s'érode un peu, voire ne fonctionne plus. Mais pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Souvent, j'emploie cette expression-là, c'est-à-dire que c'est important de faire preuve d'humilité et d'intégrer qui a fait le succès de cette entreprise jusque-là pour en extraire l'ADN qu'il ne faut certainement pas renier, parce que sinon, c'est quelque part singer les grands acteurs, notamment outre-Atlantique, et c'est jamais des bonnes recettes. C'est-à-dire, on peut s'en inspirer, mais copier en soi, ça n'a jamais été vraiment facteur de succès. Et du coup, plutôt s'approprier voilà qui on est, et donc on va s'inspirer et s'approprier en fait ces processus-là pour les faire nôtres et quelque part être capable de les restituer en fonction de qui on est. Donc voilà, il y a un enjeu important en fait de parrainer notre culture d'entreprise, intégrer l'ADN qui fait que les gens qui y sont jusque-là, ils ont un savoir-faire, ils ont des compétences, et même si on vient ajouter, augmenter leur capacité à faire ou faire différemment, néanmoins, c'est toujours important en fait de repartir de ce qu'ils savent bien faire, parce qu'il y a très certainement des choses à conserver, voire à renforcer, et qui vont aussi nous faire grandir nous. Donc moi c'est comme ça que je caractérise vraiment ce que moi j'appelle en fait voilà les grosses organisations, et donc c'est des choses où ça veut dire qu'il faut savoir être pédagogue, embarquer les gens, c'est-à-dire que c'est des structures dans lesquelles on n'est pas forcément toujours attendu. On arrive en fait à un moment donné, et il y a des gens qui voient d'un œil plus ou moins bon en fait le fait que on mette le nez dans leurs affaires ou qu'on vienne amener une nouvelle manière de faire. Et donc, c'est pas pour autant qu'il faut rentrer dans le conflit, mais pour autant bien comprendre en fait quelle est leur crainte pour mieux pouvoir les embarquer avec nous et du coup adapter aussi notre manière de faire. Est-ce que tu penses que les grandes entreprises ou les grands groupes, le design est plus mature que dans d'autres univers professionnels? Je pense que la dichotomie, elle se ferait, enfin, ce serait trop caricatural de dire grande entreprise égale plus mature, petit était moins mature, voire on pourrait même sous-entendre l'inverse en se disant voilà, les startups, elles intègrent dès le départ le design, alors que les plus grosses structures qui l'ont pas intégré dès le départ, c'est peut-être plus compliqué. Je pense que
c'est pas aussi tranché. C'est-à-dire qu'il y a des grosses structures qui, à coup en fait de conviction et de motivation, en fait, ont su à un moment donné gravir les échelons de maturité, et des petites structures qui, pour plein de raisons, euh, n'ont pas en fait intégré et n'arrivent pas à décoller en fait des premiers stades en fait de maturité design. Donc, euh, c'est pas dans ce sens-là en fait que moi je le corrélerais. Ce qui peut peut-être être à vérifier, mais ce qui peut peut-être être intéressant à creuser, c'est le temps que ça va prendre en fait pour une structure de gravir ces échelons. Donc, si on parle de maturité design, c'est souvent des échelles qu'on représente sur des niveaux qui sont en général de 0 à 5, 0 à 4. On pourra donner des références hein, si tu le souhaites. Et donc, du coup, c'est peut-être la vélocité, la capacité à gravir ces échelons-là rapidement, qui, du coup, va mettre un peu plus de temps dans des grosses structures, parce que, encore une fois, il y a plusieurs strates, les processus de décision sont potentiellement un peu plus longs, etc. Alors que sur des structures plus petites, on va être plus agile. Et donc, quelque part, une fois que l'intention est là, on va peut-être avoir une vélocité qui va être plus importante. D'accord, ok. Et donc, comment tu mesures la maturité du design au sein d'une structure? Alors, il y a des outils en fait qui permettent de faire ça. Donc, historiquement, il y avait je crois que c'est le Danish Design Council qui avait établi les 5 niveaux de maturité, donc avec des éléments relativement clairs sur le niveau zéro. C'est un peu il n'y a pas il y a pas de design, quoi. Enfin, il y a personne dans la structure qui le fait, et quand bien même on n'aurait pas de designer, en fait, c'est pas du tout un sujet. C'est pas du tout adressé. Après, plus on progresse en fait dans les niveaux, et plus c'est des choses qui vont être réalisées de manière soit en tout cas intentionnelle sur une personne qui va être recrutée en fait et qui va devoir tout faire, jusqu'au moment en fait où on va staffer une équipe, où ça va devenir quelque part un service au sein de l'organisation, et le stade ultime étant c'est distribué, c'est-à-dire tout le monde s'empare quelque part d'une partie du gâteau du design, et c'est plus le rôle en fait que d'une personne ou d'une équipe, mais c'est bien la responsabilité de chacun quelque part de concevoir l'expérience, le service, etc. Et donc à chaque niveau, on identifie des actions, des choses à faire en fait pour gravir et atteindre l'échelon suivant. Et à savoir que même sur le dernier échelon, l'enjeu, il est de pouvoir maintenir ce niveau-là. Il n'y a plus forcément de niveau supérieur à aller atteindre, mais c'est comment est-ce qu'on fait maintenant pour se maintenir à ce niveau-là et pas retomber à un niveau inférieur. Est-ce que toi, tu utilises des outils en particulier? Si oui, lesquels? J'utilise pas forcément d'outils à proprement parler, c'est des choses que moi j'ai en tête quelque part. C'est un peu comme, je sais pas si tu utilises par exemple les heuristiques de Bastien Scapin. Hmm. C'est pas forcément des choses en tout cas moi je vais sortir régulièrement en fait pour me dire voilà, j'arrive dans un sujet. Alors déjà tous les sujets s'y prêtent pas, mais c'est plutôt des choses que moi j'ai quelque part dans un coin de ma tête, et D'accord. qui me permettent de temps en temps de trouver des réponses à des questions, ou quelque part d'allumer des loupiotes. En fait, si tu veux, si tu vis une situation, tu te dis tiens, là, c'est que du coup, on doit être à peu près à ce niveau-là dans la maturité. Donc, ce qui me permet de jauger l'effort à produire, et pas non plus viser trop haut sur un truc sur lequel ils ne seront pas capables d'aller tout de suite. Et à l'inverse, en fait, aussi, pas sous-dimensionner les efforts. Donc, c'est plutôt comme ça que moi je l'envisage. Après, des outils, il y a Nielsen en fait qui avait fait son échelle de maturité. Je t'ai parlé du Danish Council. Il y en a d'autres, mais globalement, ça tourne toujours un peu autour des mêmes niveaux, hein, comme je te l'ai expliqué. Le fait que ce soit 0 personne dans l'entreprise, une personne, puis un petit service, une direction, et puis après le fait que ce soit distribué. Et donc, déjà, ce premier niveau-là, en fait, permet de se dire, OK, là, on est plutôt sur des niveaux du début, et donc on ne peut pas non plus attendre à ce que tout le monde accueille à bras ouverts les sujets autour du design, etc., versus en fait des entreprises qui seraient a priori en tout cas plus matures, et sur lesquelles on peut déjà avoir un niveau d'échange différent. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je l'envisage. Voilà,
pas utiliser les outils à proprement parler, parce qu'en soi, ça reste un outil, mais c'est quelque part un outil d'analyse pour moi, en fait, mais que je garde, voilà, sauf si on me demande à un moment donné, et ça m'a jamais été pour l'instant le cas, de me dire tiens, au fait, on en est où, comment vous nous jaugez, etc. Mais pour moi, en tout cas, la demande n'a jamais été faite dans ce sens-là. Et donc, c'est plutôt quelque chose que moi, je garde c'est un outil interne qui me permet de produire les efforts de manière efficace. D'accord, ok. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es arrivé à proposer ces services? J'ai bien compris qu'auparavant, tu avais travaillé avec des grands groupes. Et ensuite, la seconde question, c'est comment est perçue ton arrivée, en fait, ou comment que c'est annoncé dans une grande entreprise où tu as t'as des choses à faire? Donc, du coup, pour répondre à la première question, euh, c'est vraiment parti d'un constat, en fait, quand moi, je t'ai dit, je me suis un peu cherché et que j'ai rencontré pas mal de monde, quand moi, j'avais ce besoin-là en tant que commanditaire, hein, en tant Hmm. qu'interne. Euh, En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal bah, de mes homologues qui vivaient un peu les mêmes situations et qui n'avaient pas forcément encore trouvé les réponses. Et donc, je me suis dit, là, ce que je vis moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui le vivent aussi. Et donc, quand j'ai enfin trouvé les réponses, je me suis dit, ben, du coup, là, c'est à ce moment-là qu'il faut comment dire, sortir du gré et le faire savoir au plus grand nombre, en fait, que ce que vous avez vécu là, c'est pas une fatalité et il y a des moyens, il y a des outils pour s'en sortir, en fait, quelque part, pour avoir plus de sérénité, pour avoir un sens commun et un peu avoir des outils de pilotage de vos roadmaps. Et donc ça parle forcément aux gens parce que quels que soient les contextes, encore une fois, on est encore beaucoup dans des choses qui sont pilotées par les projets et dans lesquelles le sens utilisateur vient des fois un peu après. D'accord. Et donc, clairement, alors c'est une chance en fait parce qu'effectivement, il y a pas mal de demandes, mais du coup, c'est vraiment cette expérience-là qui fait que ce que moi j'ai vécu fait que les gens se retrouvent en fait dans ces situations-là et du coup, ben, ils me disent ouais, ce serait intéressant qu'on puisse collaborer pour essayer de trouver des solutions qui ne sont pas les mêmes que celles que moi j'ai pu mettre en place. Entre-temps, les choses ont évolué, les niveaux de maturité ont évolué aussi, puis moi j'ai évolué, mais néanmoins, on part quand même des mêmes constats. Et ça, les constats, pour le coup, ils restent quand même globalement les mêmes. D'accord. Et excuse-moi, et donc, quand tu arrives, avant d'arriver dans une organisation, dans une structure, dans une grande entreprise, qui est-ce qui fait appel à toi? Ce sont des lead designers ou des responsables de service? Qui est-ce qui fait appel à toi alors? Ouais, c'est plutôt des responsables de service. Alors, ça peut soit être dans des services marketing, ou des services globalement, euh, ouais, marketing digital, tu vois, marketing. Euh, Vraiment des gens qui étaient dans ma situation avant. Euh, Pas forcément des lead designers, parce qu'encore une fois, c'est souvent des structures qui démarrent, hein, c'est pour refaire l'écho avec les échelles de maturité, qui sont vraiment sur les niveaux 0, 1, 2. D'accord. Euh, donc, il n'y a pas encore cette structure de designer, lead designer, etc. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Donc voilà, on est vraiment sur des choses où on sent qu'on a envie d'aller dans cette direction-là, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et donc, on a besoin de gens qui nous permettent, de vérifier que c'est intéressant et que ça va vraiment être des réponses à nos questions. Et deux, éventuellement, d'accompagner le passage à l'échelle. C'est-à-dire de se dire, OK, maintenant, on a compris, on est convaincu, maintenant, on va recruter. Et donc, comment on s'y prend, à qui on s'adresse, comment on formule les choses, et comment on s'assure que le candidat, il aura les bonnes compétences et qu'il va bien s'intégrer. Donc, ça peut aussi être cet esprit-là. Et le troisième volet qui arrive de temps en temps, mais de plus en plus, c'est la partie, entre guillemets, un peu coaching, où bah justement, on ne va pas forcément recruter tout de suite un UX designer parce qu'on n'aura pas de quoi l'alimenter, mais on a un chef de projet qui a une sensibilité et à qui on aimerait bien rajouter une corde à son arc. Et donc, où là, moi, je viens plus en mode accompagnement. Tu vois, je suis un peu la béquille derrière, en fait, qui va lui donner un feedback, des outils, qui va l'aider quelque part à grimper. Donc, c'est un peu de la formation ad hoc, mais au D'accord. quotidien, des collaborateurs. D'accord, ok. Et ça veut dire que tu participes du coup également au recrutement du personnel?
Ça peut arriver D'accord. que je participe à des rédactions de job board, d'annonces, de fiches de poste, pour justement, pas non plus chercher un mouton à 5 pattes. Je pense que j'ai une vue assez claire en fait du marché, et des attentes des entreprises. Donc du coup, ça permet comme ça d'équilibrer les choses et d'amener un regard, quand encore une fois, ils n'ont pas l'habitude de recruter ce genre de profil-là. Parfois, ça les aide en fait d'avoir un regard extérieur et en s'appuyant sur ce qu'ils savent bien faire, sur les valeurs des entreprises, de l'entreprise, etc., qu'il faut respecter, mais en ajoutant l'expertise plus UX design qu'eux n'ont pas. Hmm, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, c'est très intéressant ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont besoin de cet accompagnement-là pour effectivement intégrer le design et également l'UX design dans une entreprise. C'est très intéressant. Et du coup, par exemple, comment s'y prendre, par exemple, lorsqu'on est le seul designer euh, pour avoir cette capacité à monter sur l'UX design. Il y a plusieurs choses à faire. Moi, je recommande toujours euh, de s'ouvrir au maximum, s'ouvrir dans le sens euh, potasser, lire des articles, lire des bouquins, aller à des meet-up. C'est pas des choses qui sont forcément payantes, hein. Il y a plein de ressources gratuites et qui permettent quelque part de se faire grandir, d'accord, de Hmm, se challenger, de se rendre compte que déjà, ben, même si au quotidien on est le seul dans l'équipe, mais qu'il y a d'autres gens qui ont cette situation-là, et de rien, ben, des fois ça rassure ou ça évite de se démotiver trop vite. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment aller capter un maximum de, de contenu, quel qu'il soit, et de se challenger et de pouvoir mettre en pratique derrière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que même si on est seul designer dans l'équipe, il y a très certainement des gens dans l'organisation qui ont aussi une sensibilité. Et j'en parlais au tout début, sans avoir forcément le rôle de designer, mais qui vont comprendre en fait, et qui vont avoir le bon état d'esprit, l'état d'esprit qui va être compatible avec l'UX design. Donc, être capable d'être en empathie, le questionnement. Et donc, ça peut être un chef de projet, ça peut être des gens de contrôle de gestion, enfin, peu importe, des développeurs. Et c'est aussi de se rapprocher de ces gens-là, en fait, pour échanger sur des problématiques, juste s'enrichir l'un l'autre, en fait. Pour donner un exemple, moi, quand j'étais encore salarié, je savais que la personne à la relation client, elle avait vraiment cette sensibilité et ce souci de comment ça se passe pour l'utilisateur à toutes les étapes du parcours. hmm. Et c'était quelque chose qui l'animait, en fait, vraiment. Elle était passionnée par ça, quoi. Et donc, elle avait compris, en fait, à un moment donné, que ben, on se rejoignait là-dessus. Et donc, elle n'hésitait pas à me faire intervenir de temps en temps quand elle avait un client un peu récalcitrant au téléphone, en fait, pour renforcer le truc, donner un peu plus de poids, en fait, dans la discussion. Et régulièrement, on échangeait, en fait, sur là, ces temps-ci, on a beaucoup de remontées, en fait, là-dessus. On a des choses qui sont des points de peine, des signaux faibles en fait, qui commencent à devenir de plus en plus forts. Moi, c'était quelque part une source d'information hyper importante, quoi, parce que j'avais pas cette capacité, j'avais pas les moyens forcément d'aller très souvent sur le terrain. Et quelque part, j'avais pas du UX researcher, hein, pour être clair, et donc elle avait entre guillemets un peu ce rôle-là, quoi. Ça pouvait être aussi un chef de projet qui était effectivement dans le questionnement et pas juste dans l'exécution il faut qu'on respecte le planning et le budget, mais aussi dans le souci mais est-ce que ça va bien être compris par les utilisateurs? Est-ce qu'on n'a pas en fait un moyen de tester ça avant de lancer les devs, etc. Donc voilà, quelqu'un qui est tout seul, en fait, il est jamais tout seul dans une organisation. Et donc s'il est là, c'est parce qu'il y a des gens à un moment donné qui ont cru en ces capacités-là dans le rôle et qu'il y a très certainement des gens qui, avant ça, en fait, même peut-être, faisaient déjà une partie du job. Et donc, c'est important d'être en recherche de ça pour pas s'isoler justement dans l'organisation et du coup se renformer un peu en mode Calimero de oh là là, je rencontre des trucs, c'est des difficultés, c'est compliqué, mais plutôt être dans l'ouverture et la recherche de solutions à ces problématiques
Et c'est pas forcément toujours des homologues, mais des fois, c'est juste des collègues, mais qui partagent le même état d'esprit. Mais est-ce que du coup, c'est aussi à l'organisation de l'entreprise, du moins, oui, c'est à l'entreprise d'organiser quelque chose pour pouvoir rassurer ce designer ou ce UX designer qui vient d'arriver? Alors, c'est sûr, enfin, c'est l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf. Donc, effectivement, le, enfin, moi, je pars toujours du principe que si la personne rencontre des difficultés et vit mal le fait qu'elle soit toute seule, elle peut d'elle-même essayer de mettre en place des petites actions à son petit niveau qui vont justement aller dans ce sens-là. Donc après, on peut, effectivement, l'entreprise peut faciliter ça pour peu qu'elle en prenne conscience, qu'elle ait les moyens d'eux et que. Mais je pense que ça peut venir des deux côtés. Et donc, moi, je suis toujours d'avis de dire, ben, commençons déjà à notre niveau. Et tant mieux si après la structure, l'organisation s'en empare et qu'elle passe à l'échelle et qu'elle permet d'avoir plus de moyens pour aller encore plus loin là-dedans. Mais je ne peux pas tout attendre de l'organisation. Oh oui, non, mais tout à fait. Non, non, mais juste de pouvoir, bien sûr, mais au moins de pouvoir rassurer le premier designer qui arrive pour le mettre bien à l'aise et lui expliquer Ouais. ce qu'on attend de lui. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour un designer de travailler seul au sein d'une structure et au sein d'une grande entreprise? Bah là encore, je suis pas très généralité, donc je pense que ça va dépendre de la personnalité du designer. Euh, Moi, j'essaie vraiment enfin, ma vision, c'est que le design, c'est de manière générale, et l'UX design n'échappe pas à la règle, c'est un métier où il faut vraiment faire preuve de pédagogie, il faut être capable d'expliquer ce qu'on fait pour qu'on nous laisse faire les choses comme on a envie, comme on a besoin de les faire, et au-delà de comment on a envie de les faire. Et donc, quand on intervient dans des structures qui sont pas, comment dire, matures sur les sujets, qui accueillent pas, du coup, qui embrassent pas directement et naturellement en fait ces disciplines-là, ça peut vite être compliqué si on est un peu introverti ou si on attend en fait que les gens justement viennent nous chercher. Et on peut vite se retrouver dans une case d'exécutant et relégué au fin fond du sous-sol. Et moi, c'est des choses que j'ai vues de mes yeux vus. Et donc, j'essaie toujours, en fait, que ce soit dans les formations, les cours, et là, dans le master, en fait, qu'on monte, euh, de vraiment, naturellement, donner des compétences, outils, méthodos, etc., parce qu'il faut savoir faire, mais aussi, il faut savoir être. Et dans le savoir-être, je trouve que c'est des choses qui ne sont pas assez mises en avant, sur lesquelles on n'insiste pas suffisamment dans si tu veux que les gens viennent te chercher, il va falloir que tu leur expliques pourquoi est-ce que c'est important qu'ils viennent te chercher. Et donc peut-être qu'il faut être un bon communicant. Et donc aussi savoir des fois démontrer et adapter son discours aux personnes qu'on va avoir en face de nous. Alors adapter son discours, ça veut dire on va pas s'adresser de la même manière à un collègue opérationnel qu'à un dirigeant. Alors c'est évident quand on le dit, mais on a vite fait de perdre ses moyens face à quelqu'un qui a plus de galons, qui a un pouvoir de décision plus fort. Naturellement, les premières fois, ça peut être déstabilisant. Et donc, du coup, on peut passer à côté des opportunités qu'on a de faire passer des messages, de démontrer la valeur en fait, de ce qu'on fait. Et quelque part, ben, ça peut avoir des impacts par la suite sur l'importance qu'on va donner à un rôle. Et donc, savoir trouver les bons arguments, savoir comment convaincre, savoir comment justement te dire, bon, bah, lui, ce qui l'importe, en fait, c'est que ça coûte pas trop cher. Ou lui, ce qui va l'importer, en fait, c'est que le planning soit respecté. Après, la manière dont on le fait, pas de problème. Il y en a d'autres, en fait, qui seront beaucoup plus sur le comment on va le faire. Et après, le temps que ça va prendre, de ce que ça va coûter, c'est moins leur problème. Et donc, en fonction, si je dois convaincre, si je dois comment dire, gagner une place autour de la table pour participer à une discussion et pas juste dans on me donne un truc à faire et donc on me donne un délai pour le réaliser, mais plutôt pourquoi est-ce qu'on m'a pas consulté avant. Y a tout un pan en fait de l'activité du designer qu'on peut caractériser dans le design management. C'est voilà comment je m'intègre en fait dans une organisation et comment je ne me laisse pas cantonner juste à un rôle d'exécutant. D'accord, ok, très bien. Et oui, tu le disais tout à l'heure, en fait,
je pense que le designer doit à sa part de responsabilité dans une organisation, dans un projet. Qu'est-ce que tu en penses? Clairement. Alors, il a sa part de responsabilité dans l'organisation parce que, encore une fois, ce serait trop facile en fait de blâmer les autres qui ne comprennent pas ce que c'est que le design. Et donc, si les gens ne comprennent pas ce que c'est que le design, c'est peut-être parce que le designer n'a pas bien su expliquer ce qu'il faisait. Donc ça c'est le premier point sur la partie organisation. Et après sur la partie projet, je pense qu'on a des arguments, en tout cas des contre-arguments à montrer pour prouver que l'apport du design, c'est bien tout au long d'un projet et pas juste à la fin. Oui, tout à fait, ouais, absolument. Et donc, ça peut être par des contre-exemples de si vous l'intégrez pas suffisamment tôt, le risque, le coût en fait du retravail, c'est-à-dire détricoter ce qu'on a fait pour le retricoter parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas aller. Ce coût-là, il faut l'intégrer dans le projet. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas mieux en fait d'intégrer les choses en amont et aussi, enfin voilà, c'est difficile en fait d'avoir une recette magique, une formule qui dit intégrer le design génère X euros de chiffre d'affaires en plus. Bien évidemment, ce serait beaucoup trop facile. Voilà, ça se saurait si c'était aussi simple que ça. Néanmoins, il commence à y avoir des études assez bien documentées sur l'apport de valeur du design au sein des entreprises, en comparant celles qui l'intègrent à des niveaux de maturité élevés versus d'autres qui l'intègrent pas du tout sur des niveaux très faibles. Et les impacts, enfin les évolutions de chiffre d'affaires sont pour le coup vraiment mesurées. Il n'y a pas de commune mesure. Donc voilà, je pense que il y a cette responsabilité en fait de ne pas se laisser cantonner. J'insiste vraiment là-dessus en fait sur un rôle d'exécution, mais d'amener en fait d'une manière ou d'une autre, de prouver que on a été formé, on est outillé, on a les méthodologies qui permettent de dérisquer les projets. Alors, dérisquer les projets, c'est un mot qui parle, qui parle souvent justement à des décideurs. C'est comment on offre plus de garanties qu'on va non pas forcément être dans le mille, mais au moins dans la cible. Si je fais une analogie avec les fléchettes. Le risque étant que si on n'assume pas en fait ce rôle de dérisquer les projets, c'est un peu comme si on fermait les yeux en lançant la fléchette. On a beaucoup moins de chances de taper dans le mille et on a assez peu de chances de taper dans la cible. Et donc, une fois qu'on amène cette lecture-là, en fait, de ma formation, les outils en fait que j'ai vont vous nourrir et vont augmenter en fait votre travail et vont limiter le risque en fait de plantade du projet. Je pense que ça devient beaucoup plus simple en fait pour gagner sa place autour de la table. D'accord, ok. Et quand tu disais, quand tu parlais des outils, ce que je trouve encore plus fabuleux, c'est quand les outils et les méthodes sont accaparés par une équipe ou par l'ensemble des équipes. Alors là, ça devient complètement génial. Je sais pas ce que tu en penses. Exactement. C'est ce qu'on entend par justement les niveaux élevés de maturité où on dit c'est distribué, c'est-à-dire on n'a plus besoin de se dire alors si je dois faire du design, il faut que je m'adresse à l'équipe design, mais bien j'ai été formé ou je suis outillé pour, en tout cas à mon niveau, réaliser déjà une première partie du job. Et ce qui ne veut pas dire que je vais me substituer à un rôle de designer, mais bien que je n'attends pas tout du designer. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, sur la collecte d'entrants, sur la formalisation d'un besoin, voilà, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent être acteurs. Et donc le fait que ce soit distribué et que ça soulage quelque part un peu les épaules du designer et ça lui permet de se recentrer sur les choses qui sont à plus forte valeur ajoutée. Et encore une fois, ça responsabilise l'ensemble de l'entreprise, Tout à fait, de absolument. l'organisation. Donc complètement d'accord. Ouais. Et tout à l'heure, tu avais commencé à en parler un petit peu, et comment un designer peut mieux vendre, entre guillemets, ses projets, et finalement ne pas se retrouver comme un simple exécutant. Alors, il n'y a pas une manière, en fait, il y aura pas qu'une seule recette, mais en fonction de ce qui va bloquer, en fait, est-ce que c'est parce que on ne sollicite pas en amont? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui font une partie du job si je prends l'exemple, par exemple, de la recherche utilisateur,
eh bien, on va peut-être avoir un service études qui va faire ses panels comme il a toujours eu l'habitude de les faire, et c'est cette matière-là en fait qui va servir en entrant. Quelque part, c'est d'aller se rapprocher de ces personnes-là, déjà en s'intéressant à leur métier et non pas en leur disant non mais ce que tu fais là, ça va pas en fait. Moi je sais mieux faire et donc laisse-moi faire et ça va aller. C'est assez rare qu'on ait gain de cause là-dessus en fait. Néanmoins, en faisant preuve d'empathie et en s'ouvrant aux autres, si je reprends l'exemple du service études, c'est justement prendre le temps de s'asseoir à côté d'eux et de voir comment ils procèdent. Il y a peut-être des choses qui vont nous enrichir, déjà, ça c'est un premier point. C'est, s'ils sont là, encore une fois, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont produit de la valeur en fait et qu'ils ont justifié le fait qu'ils avaient leur place dans l'organisation, donc il ne faut pas remettre ça en cause. Et D'accord. néanmoins, c'est dans les échanges qu'on va avoir, d'essayer de voir en fait qu'est-ce qu'on peut amener en plus. Partant de l'hypothèse que on peut aller plus loin, qu'avec nos outils on peut mieux fiabiliser, se rapprocher encore un peu plus des utilisateurs, etc. Et donc c'est quelque part les amener progressivement à se dire bah voilà, tu vois j'ai fait un pas vers toi, maintenant je vais t'inviter à faire un pas vers moi pour découvrir mon métier à moi et qu'on puisse ensemble faire le lien sur comment ensemble en fait on peut augmenter la valeur de ce qu'on produit l'un l'autre pour l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. C'est s'ouvrir aux autres, aller s'asseoir à côté. C'est des choses qui, voilà, ça coûte pas, il faut pas des moyens de dingue en fait, quoi. Ça peut se faire à la machine à café, autour d'un déj. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se faire de manière assez informelle au départ. Le deuxième, en fait, c'est pour démontrer la valeur. Moi, je trouve que un des points vraiment sur lequel c'est important d'insister, c'est le fait d'embarquer les gens sur le terrain. Si on a l'opportunité de faire des tests utilisateurs, d'aller faire des interviews, etc., et que on sait qu'il y a des gens autour de nous qui sont pas forcément convaincus, un peu réticents, qui voient pas l'intérêt, etc., d'essayer d'une manière ou d'une autre de leur faire vivre l'expérience. Alors, pour donner un exemple, les premières fois que moi j'ai eu à le faire, bah, c'est pareil. Les gens n'étaient pas forcément convaincus de la valeur en fait, que ça allait générer. Ils me disaient, mais ça coûte quand même cher, ça va nous prendre du temps, pourquoi on a besoin de ça? On sait ce qu'il faut faire, quoi. Bah, on va aller vérifier. Viens avec moi, viens, on va leur poser, on va leur poser les questions, on va regarder comment ils manipulent le prototype. Et peut-être que tu as raison, qu'on apprendra, que ça viendra juste renforcer en fait, les convictions qu'on a, mais peut-être pas. Et donc, il y a dans quasiment 100% des cas, euh, pas forcément un revirement de situation, mais en tout cas ah ouais, j'avais pas vu ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc tu Le vois, donc questionnement. Le... tu vois. Donc le fait de leur faire vivre le truc. Et donc pour donner une anecdote là-dessus, j'avais quand j'étais encore salarié, organisé des premiers tests utilisateurs et un directeur en fait qui était venu nous voir en disant ah, c'est intéressant ce que tu fais et tout ça. Préviens-moi la prochaine fois que tu fais des tests, je voudrais venir pour parler aux clients. Je dis, oui, c'est intéressant ce que je fais, c'est chouette. Et donc, on cale tout en fonction de son planning qui était hyper blindé, etc. Donc, on se met tous sous contrainte. Et là, tu vois que la veille, en fait, il me plante en disant finalement, sa secrétaire m'appelle en disant il a un autre truc. Enfin, c'est pas ça, je comprends que c'est pas sa priorité, donc il pourra pas venir. Bon, c'est pas grave. On a filmé tous les tests et j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient venues en fait qui nous avaient un peu parlé de leur expérience, des choses qui allaient bien, des choses qui allaient moins bien. On leur a donné un papier à lettres. On leur a dit tiens, on va aller voir le directeur là en revenant. Tu peux lui rédiger un courrier en fait et raconte-lui tout ce que tu as sur le cœur en fait sur comment tu vis l'expérience avec son service. Et nous, on s'engage à porter ton message au directeur. Et donc, quand je suis revenu, quelques jours après, en fait, je le recroise. Alors, comment ça s'est passé, les tests? Je suis vraiment désolé, hein, je ne peux plus venir. C'est pas grave. On va prendre un rendez-vous, puis je vais te montrer les vidéos. Et je lui ai claqué en fait, les 10 courriers en fait, sur le bureau. Il y a des choses à te raconter, en fait. Et donc, ils t'ont écrit un courrier. Et ça, je peux te garantir que la fois d'après, il est venu, en fait, quoi. Ça a eu un impact. Mais c'était un coup de bol, en fait. Peut-être que si je le refais, ça marchera pas. Mais c'est tout ça pour dire que j'ai eu la chance, en fait, de trouver le truc qui, à un moment donné, a fait l'électrochoc qui était nécessaire pour qu'ils prennent conscience de l'importance du truc. Et je D'accord. pense que chacun à son niveau, avec ce qu'il a comme moyen, avec sa culture, avec son niveau d'engagement, comment dire, sa personnalité, on peut tous trouver des moyens à son niveau pour avoir l'impact nécessaire pour, tu vois, trouver des alliés ou gagner sa place, marquer des points.
D'accord, ok. Mais alors du coup, parce que là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de la décision, du management, etc. Est-ce que comment intervient l'UX design avec ces méthodes en fait aujourd'hui dedans? Pour moi, il y a une partie déjà qui relève de la science. C'est-à-dire que dans l'UX, ça s'inspire en fait de disciplines scientifiques comme la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, des choses qui sont établies, sur lesquelles il y a des thèses, tu vois, il y a des outils de recherche. Et donc, D'accord? quelque part, ça permet de crédibiliser, en fait. Crédibiliser un discours, de se dire, voilà, euh, les méthodos en fait qu'on emploie, les outils qu'on va utiliser, c'est pas juste un truc pour coller des post-it et aligner en fait des rangées de post-it de couleurs en fait, quoi. Il y a des comment dire, il y a une manière de faire en fait et il y a des il y a enfin, c'est quelque chose qui est robuste en fait. Et c'est pas juste on est au-delà de l'intuition et de de la dimension justement un peu futile, mais on est vraiment dans quelque chose qui va considérablement renforcer les convictions qu'on va pouvoir en tirer, en sortir, si c'est correctement utilisé. Tu vois. Donc, par exemple, la manière de s'adresser si tu vas faire une interview utilisateur, la manière dont tu vas poser les questions va potentiellement induire en fait la réponse. Et donc, savoir poser une question, savoir mener un entretien, savoir animer un atelier, savoir animer un test utilisateur, c'est des choses qui s'inventent pas. Et donc, il faut être capable de démontrer moi, je sais, enfin, ça, je sais le faire. Et ça s'appuie sur telle et telle comment dire, discipline. Et donc, voilà pourquoi c'est important en fait d'intégrer l'UX à ces étapes-là et pas y aller comme on a peut-être l'habitude de faire ou y aller en fait sans structure parce que le risque c'est d'avoir des contresens ou de tirer des mauvais enseignements dans le projet. Et à D'accord. chaque étape, tu vois, à chaque étape, être capable de démontrer en fait, l'UX, ce qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est assez bien processé, en fait, quoi. C'est assez clair, les étapes sont relativement claires, et un peu à chaque fois y associer des disciplines scientifiques quasiment à chaque étape du processus. Et donc, on n'est pas sur quelque chose qui est totalement créatif, et il ne faut pas se laisser embarquer là-dedans, en fait, quoi. C'est quelque chose qui a les pieds bien, bien ancrés dans le sol, et sur lequel on amène un cadre qui est relativement clair en fait, et encore une fois qui est bien, bien solide, qui n'est pas rigide, mais qui est solide, sur lequel on peut accoucher en fait des bonnes idées en fait, des bonnes réponses aux problèmes qu'on a identifiés. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'expliquer, D'accord. Ok. de découper, tu vois, de déconstruire pour pouvoir l'expliquer, pour que les gens comprennent en fait pourquoi c'est important de l'intégrer à quelle étape du projet. D'accord. Et comment, pour toi, comment que tu expliquerais que l'UX design alors est important dans une grande entreprise? Alors, ça dépend des contextes. Souvent, les entreprises, quand elles grossissent, perdent ce contact avec les utilisateurs parce que il y a des silos qui se mettent en place, il y a des objectifs qui tendent à diverger, et que c'est à ces moments-là que on perd en fait le sens commun qui est pour qui est-ce qu'on travaille. On travaille plus en fait pour l'utilisateur final, on travaille pour répondre à un objectif de vente, on travaille pour répondre à un objectif de, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et donc, le, pour moi, l'UX, comme moi je l'envisage, parce que je l'envisage pas que sur le digital, c'est quelque part un moyen de remettre du sens dans les métiers de chacun et de survoler en fait les silos. De se dire qu'on élève le débat là, parce que là, tant qu'on raisonne comme ça peut pas fonctionner. Moi, quand je me comment dire, on se battait souvent avec, par exemple, le traffic manager que j'avais dans mon équipe qui me disait, moi, mon rôle, en fait, c'est de faire rentrer des gens dans l'entonnoir. Après, ce qui se passe, c'est pas mon problème. Et je lui dis, ah, je suis pas d'accord avec toi, en fait, quoi, parce que si ton trafic, il est pas de qualité et que ça transforme pas derrière, que ça convertit pas, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc, ton objectif ne peut pas être que de faire rentrer des gens dans l'entonnoir. Ça peut pas être aussi simple que ça. Et donc, c'est quelque part en fait d'être le porte-parole en fait de l'utilisateur et d'amener en fait
une vision globale de voilà ce qu'on a envie de leur faire vivre et comment on s'assure en fait qu'à chaque étape, ça répond à des attentes, on soulage des points de peine si éventuellement il y en a, mais au-delà des objectifs, des directions et des prérogatives de chacun. Jérémy, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'intégration de l'UX design dans une grande entreprise, s'il te plaît? Je peux te donner un exemple en fait de comment moi j'étais dans une entreprise qui était vraiment pilotée par la rentabilité et sur lequel il n'y avait pas vraiment de processus de décision très clair. D'accord? Et donc comment je me suis inspiré en fait des outils et des méthodos UX pour encore une fois piloter mon activité mais en remettant l'utilisateur au centre. Et donc, c'est parti d'un document que j'avais vu qui était une expérience map de Starbucks. Je ne sais D'accord? pas si tu connais ce livrable en fait. Et donc, tu voyais une espèce étape par étape, vraiment, mais sur genre 15 ou 20 étapes différentes. Le avant, le pendant, le après de la consommation d'un café chez Starbucks. Non, Donc, pas du tout. ça commençait je suis au bureau et j'ai envie d'un café, jusqu'à j'ai commandé mon café, je ressors de là après avoir consommé mon café et je me dis que ça serait cool de reprendre un café et hop, ça reprend. D'accord, Donc, non, je connais pas ce document, non, vraiment pas du tout. analyser en fait toutes ces étapes-là avec des verbatims de comment ça se passe aujourd'hui pour l'utilisateur. Ça, c'était un premier axe. Et le deuxième axe, qui était par un nuage de points, ils venaient dire à chaque étape euh, où est-ce qu'ils estimaient en être au niveau de l'expérience, avec un niveau médian, qui était on fait juste le job, et avec des points sur lesquels ils étaient vraiment au top, enfin très bons, et des choses sur lesquelles ils étaient vraiment pas bons du tout. D'accord? Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc parce que ça permet vraiment de visualiser un parcours complet, centré utilisateur, parce qu'on est allé collecter les informations sur le terrain, et ça permet tout de suite de visualiser les points sur lesquels ça fait le plus mal, les étapes du parcours. Ça ne dit pas en fait ce qu'il faut faire, mais ça permet vraiment de donner déjà le sens de il faut absolument qu'on se concentre en fait sur telle étape du parcours parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu voir en fait sur le terrain, c'est là que ça fait le plus mal. Donc déjà, ça, tu vois, ça va te donner une sorte de clé de lecture de parmi tout le backlog qu'on a, quels sont les sujets qui peuvent répondre, qui correspondent à ce truc-là en fait, qui correspondent à cette thématique où on a le plus de mal, où les utilisateurs ont le plus de mal. Ça, c'est le premier point. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que après, là-dessus, tu peux venir greffer de la donnée. Donc là, tu as des éléments qualitatifs, hein, tu es allé sur le terrain, tu as collecté des informations. Et après, là-dessus, tu peux greffer de l'analytique, tu peux greffer des scores NPS, enfin, Net Promoter Score, en fait, c'est des enquêtes de satisfaction, donc tu peux avoir une note sur 100. Et donc, du coup, faire jouer en fait tous les outils de pilotage de l'entreprise, mais encore une fois, centré utilisateur. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une vue en fait de comment ça se passe et à quel point c'est grave. Et après, de régulièrement en fait faire des points, régulièrement retourner sur le terrain et de se dire bah tiens voilà par rapport à toutes les petites itérations, tous les petits projets qu'on a lancés en fait pour répondre à ce point de peine là, est-ce qu'on en est avec les outils de mesure qu'on a? Est-ce qu'on a pu améliorer la situation ou pas? C'est quelque chose qui a la force en fait d'être très visuel. Et donc quand moi je l'avais mis en place, j'avais fait une espèce d'énorme affiche genre A0 D'accord? dans mon bureau qui vraiment relatait à un instant T l'expérience map. Et donc les gens qui passaient la tête disaient bah tiens c'est quoi ce truc c'est intéressant et donc ça me permettait en fait de dire bah viens rentre 2 minutes je vais t'expliquer et de leur dire bah tu vois comment on s'y est pris on est allé sur le terrain on a prototypé des trucs on a collecté des entrants ce qui nous permet d'avoir une vue en fait de comment ça se passe pour aujourd'hui c'est vrai c'est intéressant c'est vrai que j'entends souvent parler de ça et tout et donc la fois d'après en fait quand tu vas leur demander des informations ou de mobiliser un collaborateur tu vas leur demander d'être disponible pour un atelier, ils vont plus facilement le faire parce qu'ils ont compris en fait dans quelle optique ça allait s'inscrire. D'accord. Ok. Donc il y a un double enjeu en fait. Il y a un enjeu de pilotage de ton activité et il y a un enjeu d'embarquer les gens autour de toi en fait en leur montrant par la preuve en fait, par l'exemple, de voilà visuellement
c'est des choses qui sont très accessibles, en fait, sur lesquelles il n'y a pas besoin de se plonger, en fait, dans un doc de 50 pages pour comprendre, de quoi ils retournent et qui vont forcément leur parler d'une manière ou d'une autre. D'accord, Parce ok. qu'on a tous ce souci-là, en fait, quoi. Et donc, et après, ça devient beaucoup plus simple d'arbitrer les choses en disant: «Mais là, ce que tu me demandes qu'on intègre, en fait, dans l'application, bah, tu vois, là, on est par rapport à cette étape-là du parcours et pour l'instant, on est plutôt pas mal en termes d'expérience, donc je vais l'intégrer, mais c'est pas quelque chose qui va arriver en top priorité, quoi». Et ça, du coup, bah, c'est assez simple à comprendre et on n'est plus dans «J'ai pas envie de faire passer ton sujet, j'ai plutôt envie de prioriser un autre sujet parce que j'y crois plus», mais on fait parler l'utilisateur et donc c'est lui le juge de paix là-dedans. D'accord, ok. Et puis c'est vraiment terrible comme expérience parce qu'en fait, du coup, tu n'as même pas besoin de leur dire que c'est du UX design parce que les gens s'en foutent, quoi. C'est juste des méthodes et voilà, c'est une façon de travailler et pour eux, ça s'arrête là, quoi. Bon, Exactement, ils ont pas besoin de connaître les fondements, etc. Et ils s'en moquent un petit peu, c'est juste ouais, une façon de travailler, et, une façon d'innover, d'apprendre d'améliorer le produit ou le service. c'est exactement ça. C'est un point important que tu évoques, c'est, souvent on se perd un peu dans les appellations et les acronymes et il y a beaucoup de choses en anglais en plus là-dessus. Moi, je suis assez à cheval, pareil dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, on avait à cœur en fait quelque part de rendre les choses simples en fait pour dire, commencez pas à me mettre des choses, à employer des termes que je connais pas, faites les choses simples. Si vous savez les expliquer simplement, vous savez les expliquer, moins simplement, mais c'est pas parce que vous êtes expert que vous allez être capable de les expliquer simplement. Or, c'est moi qui dois prendre la décision, il va falloir que je la comprenne. Donc, faites en sorte que je la comprenne. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, c'est que, c'est facile en fait de mettre un écran de fumée, face à une personne que tu as en face de toi en employant des termes techniques pour la laisser sur le carreau Hum, et être dans la posture du sachant et l'autre. Mais c'est pas comme ça que tu embarques les gens et c'est pas une preuve en fait c'est pas faire preuve de pédagogie. Donc moi j'essaie de franciser un maximum les choses et après qu'on veut appeler ça UX design, CX design, design thinking, pour moi en tout cas vraiment peu importe. Et c'est typiquement des choses que je mets un peu sous le tapis au départ, c'est de dire voilà on va raisonner pour le client final quoi, enfin, ou pour l'utilisateur final et ça parle à tout le monde parce que, on a tous ce souci-là, mais des fois, on est un peu parasité par d'autres problématiques. Mais, personne peut aller j'ai jamais eu personne qui m'a dit, «Moi, je me fiche de, ce que vit l'utilisateur». hum. Donc quand on parle avec ces langages-là, en fait, il y a plus vraiment moyen de se ranger, en fait, de se cacher derrière «Ah ouais, non, mais j'ai déjà essayé l'UX, ça marche pas, machin». Enfin, on parle pas d'essayer l'UX, quoi. On parle juste de, se recentrer en fait sur l'utilisateur et faire en sorte que nos projets répondent à des problématiques. Que l'argent qu'on va mettre ou le temps qu'on va passer, on le passe en fait sur des choses qui ont du sens et qui génèrent de la valeur. À partir de là, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est de ça dont on parle, quoi. Et je pense que c'est important du coup encore une fois, en fonction des gens qu'on va avoir en face, de savoir aussi de temps en temps mettre un peu ça de côté. Oui, tout à fait, oui. Et puis c'est vrai que comme tu disais, certaines fois, certains designers se perdent, même moi, ça m'est certainement arrivé, de se perdre dans des méthodes ou dans des usages ou dans des appellations, effectivement, je suis entièrement Ouais. d'accord. Est-ce que tu nous parlais de cette entreprise, ils en sont où sur l'échelle, alors, cette entreprise aujourd'hui? Oh, je ne veux pas forcément parler d'elles en particulier, mais globalement, les entreprises dans lesquelles j'interviens, sont sur des échelles de 0 à 5 en fait, sur soit le niveau 1 ou 2 en fait. D'accord. Je pense qu'il y avait une étude là-dessus, hein, sur globalement la maturité du design en France et de mémoire, en moyenne, les entreprises étaient, sur des niveaux, 2 ou 3. Et là, dans celles par lesquelles moi je suis passé, en tout cas, c'était plutôt entre 1 et 2. D'accord, ok. Tu interviens combien de temps? Ou il y a une périodicité? Ou il y a une durée particulière? Ou tu reviens, t'interviens coup à coup? Comment tu travailles en fait? Alors, jusqu'il y a encore très peu de temps, c'était vraiment sur des missions, plutôt courtes. Par exemple, voilà, on veut faire nos premiers ateliers, on ne sait pas trop comment s'y prendre et donc on aurait besoin de vous,
Donc voilà, là, ça se fait sur, on va dire 15 jours, 3 semaines entre la prise du brief et le déroulement de l'atelier. D'accord. Hem et après ça pouvait être justement sur, ben voilà, on se dit qu'on aurait peut-être besoin d'un UX designer, avant de recruter, ben, on voudrait déjà voir, de quoi il retourne et c'était des missions, qui n'excédaient pas 2 à 3 mois. D'accord. Et c'était aussi une volonté de ma part, pas m'embarquer en fait sur des projets, ni à temps plein, ni sur des durées trop longues pour pas quelque part, ma crainte c'était de retomber un peu dans les automatismes qu'on pouvait avoir, en étant salarié, enfin moi j'y voyais vraiment, quelque part, une possibilité comme ça de me maintenir un peu toujours sous tension en fait on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment délivrer un maximum de valeur et donc pour l'instant en tout cas ça me convenait bien. Et je dis jusqu'à peu de temps, parce que là, je viens d'embarquer du coup sur un projet qui m'occupe vraiment bah, le mi-temps en fait que j'ai à disposition, qui est pour une start-up. Donc tu vois, ça n'a vraiment plus rien à voir avec les grands groupes. Et où là, du coup, je me concentre vraiment sur ce projet-là pour accompagner la croissance et accompagner justement la structuration du processus. Donc j'ai un peu changé de fusil d'épaule, D'accord. parce que voilà, je pense qu'au bout de 3 ans, bah, c'était aussi, ça provoque aussi une forme de fatigue, hein, d'être toujours en recherche de mission, toujours, changer de sujet et je me suis dit que là, ça pourrait être intéressant en tout cas de un peu poser les choses. Donc voilà, ça a changé assez récemment. D'accord, ok. Et puis, de toute façon, faut bien changer, évoluer. C'est aussi ça, quelque part, être designer. Je pense que Absolument. c'est toujours intéressant. Je sais plus, je le lisais ou quelqu'un l'a dit, je sais plus récemment, que finalement, on a de la chance d'être designer parce que on a cette capacité à évoluer, à changer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais et par rapport à la situation qu'on vit actuellement, c'est aussi de faire une contrainte, une opportunité. Moi, j'insiste toujours, là-dessus, en fait, auprès de mes étudiants, c'est de dire, on va vous mettre des contraintes de temps, ou de format et votre capacité de designer, elle est de pas, se rester bloqué, en fait, sur la contrainte, de dire: «Ah mais, du coup, c'est compliqué, en fait, de faire ça comme ça» et cetera. Mais c'est de dire: «Bah, quelle opportunité ça t'ouvre, en fait?» Tout à fait, Et absolument. ça, c'est vraiment important, en fait et c'est précieux, en fait, à conserver. Tu vois, si je fais le lien avec le confinement, c'est une contrainte et comment est-ce qu'on peut transformer ça en opportunité pour, quelque part, s'enrichir? Et il y a forcément des opportunités à saisir. Il faut juste être capable de les voir et le designer, il est formé pour ça. Voilà, tout à fait. Et pour conclure un petit peu cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire, tu commençais déjà à le faire là à l'instant, quel est pour toi, c'est quoi être UX designer aujourd'hui et comment que tu pourrais, est-ce que c'est une discipline à part entière? Est-ce que c'est une discipline importante? Alors être UX designer aujourd'hui, c'est, donc ouais, voilà, il y a une dimension accompagnement au changement, au-delà de des compétences pures, en fait, encore une fois d'outils, méthodos. Hmm. Il y a, la capacité à savoir expliquer ce qu'on fait pour pouvoir mieux le faire encore demain. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, comme c'est des disciplines qui sont relativement neuves, c'est pas parce qu'on a été recruté en tant que UX designer qu'on va nous laisser, faire les choses comme on a l'intention de les faire. Des fois, on entend encore beaucoup le UX design, c'est pour le digital ou l'UX design, c'est le truc qu'on va faire à la fin, en fait, pour, rendre le truc user friendly, une fois qu'on a bien en tête, la solution qu'on veut faire et donc il y a forcément enfin, il y a très souvent, en fait, en tout cas, cette dimension c'est pas tout à fait ça et ensemble, je vais vous réexpliquer les choses et on va ensemble trouver un moyen, de faire les choses correctement. Donc il y a l'aspect en fait d'expliquer, de démontrer et aussi de convaincre. Parce qu'encore une fois, tout seul, on fera pas la révolution, mais c'est bien, en embarquant en fait des gens autour de nous, en se mettant en fait dans le sens du courant, qu'on va pouvoir, quelque part porter les choses un peu plus loin. Donc voilà, je disais, donc comme je le disais, auparavant, c'est être en mesure du coup, d'adapter son discours, de trouver en fait les bonnes formulations ou les bons arguments qui vont faire, qu'on n'aura pas à répéter les choses 100 fois ou à partir dans des débats sans fin et dire, enfin, on est d'accord, si je te l'illustre en fait comme ça c'est ce qu'on est en train de vivre en fait, c'est ce que l'utilisateur est en train de vivre, là-dessus il y a pas de débat et donc maintenant comment ensemble on fait en sorte d'améliorer la situation?
Parce qu'en fait, souvent on nous dit oui, mais l'UX c'est du bon sens, quelque part c'est accessible à tout le monde. Là où on a une valeur ajoutée, c'est sur la manière d'y arriver. C'est les outils, les méthodos, mais sur le sens à donner, si on emploie les bons arguments, quelque part, tout le monde partage les mêmes valeurs. D'accord. J'ai une question qui me vient. Est-ce que pour toi, un UX designer est forcément quelqu'un qui est toujours en empathie? Euh, pour moi, c'est évident que le designer, s'il y a bien une personne qui doit faire preuve d'empathie, il n'y en a jamais qu'une en fait, mais le designer, ça doit être une de ses qualités. Euh, le- il doit mettre au service ses compétences en fait, mais en intégrant son écosystème, son environnement, les contraintes, les opportunités qu'il va entrevoir. Et, euh, et donc, être, tu disais être en empathie en permanence. Alors, le en permanence, on peut revenir dessus, mais je pense que c'est difficile. Mais en tout Hmm. cas, savoir en faire preuve au bon moment, c'est-à-dire si je rencontre une difficulté ou s'il y a des choses qui me titillent un peu, qui me gênent, surtout pas en fait tomber dans la facilité de la critique ou de l'effet, ce que j'appelle l'effet Calimero, c'est de dire personne ne me comprend en fait, moi je sais que j'ai raison en fait, mais il n'y a personne qui veut m'écouter, et plutôt être dans le qu'est-ce que j'ai peut-être pas bien expliqué ou qu'est-ce que j'ai peut-être pas bien fait qui fait qu'on a cette situation-là actuellement ou juste quel est l'objectif de la personne en face de moi pour qu'on en soit à ce niveau de blocage-là aujourd'hui. Et je dis toujours que c'est jamais l'objectif en fait de la personne de bloquer. Si par exemple vous avez là, en face de toi quelqu'un qui dit non mais là on va juste pas avoir le temps en fait, je vois pas ce que ça va amener de plus et de toute façon on n'a pas le temps d'aller voir les utilisateurs donc on fait avec ce qu'on a. Son objectif c'est pas de t'empêcher d'aller voir les utilisateurs. Ça c'est une résultante. Hmm. Donc si on fait ce travail un petit peu vite fait là, peut-être que son objectif il est sa crainte c'est que tu exploses le planning en fait si tu prends le temps d'aller, ou que ça coûte trop cher, ou que ça vient de percuter une idée bien préconçue qu'il y a de la solution. Mais donc, une fois que tu as compris ça, et seulement une fois que tu as compris ça, là, tu peux du coup utiliser les bons arguments pour le rassurer ou le convaincre. Mais tant que tu es dans le non, mais moi, sans recherche utilisateur, je ne peux pas faire. Et que l'autre, il dit oui, mais il faut respecter le planning. Il y a un moment donné où vous ne jouez pas sur le même terrain, en fait. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, le fait de faire preuve d'empathie pour débloquer une situation, et ça vaut pour toutes les situations. Je disais, ça se sert dans la vie pro comme perso. Les fois où ça bloque le plus, en fait, c'est les fois où on reste un peu crispé en fait sur une position pour plein de raisons, et du coup, on n'est plus dans l'empathie. Et faire cet exercice de prendre du recul, analyser une situation et comprendre en fait l'état d'esprit de l'autre personne en face, son ressenti, ses émotions, ses objectifs, c'est le meilleur moyen quelque part d'accompagner le changement. C'est un peu comme le judo. Souvent, je pense à cette analogie-là. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui essaie de te faire tomber en face de toi, en frontal, pour te faire tomber, Ouais. pour atteindre ton objectif, en fait, tu vas devoir déployer un effort surhumain pour contrer sa force et toi-même surpasser la sienne, en fait, pour le faire chuter. Okay. Hmm. Et donc, si tu fais l'effort, en fait, de voir en fait, la direction dans laquelle il va attaquer et juste de faire un pas de côté et de se mettre dans son sens, tu vas juste avoir à le pousser un petit peu en fait pour le faire basculer. L'objectif de l'UX, c'est pas de faire basculer, hein, mais quand je dis ça, c'est juste faire preuve d'empathie pour analyser une situation, te dire ça va me coûter énormément d'énergie et d'effort si je dois attaquer en frontal en fait ce sujet-là, mais plutôt te dire bon alors, on va du coup essayer de se focaliser sur le comment, qu'est-ce qui bloque pour pouvoir du coup juste fournir la pichenette nécessaire en fait pour débloquer ce qui bloque. Et du coup, économiser de l'énergie et de la motivation. L'idée, c'est de ne pas s'épuiser, en fait. Parce qu'on peut vite s'épuiser, en fait, à lutter à se mettre à contre-courant en permanence. Hmm. Et donc, cette analogie, elle est juste dans le sens de se dire, faire preuve d'empathie, c'est une bonne amorce pour débloquer une situation. D'accord. Et puis peut-être aussi également peut-être essayer de trouver des forces auprès des gens qui, pour eux, que tu le disais tout à l'heure en introduction, qui ont une vision même limitée ou intéressante, ou qui sont intéressés en tout cas par le design aussi. Oui, complètement. Parce que même si ils y croient pour des raisons qui sont
qu'on peut juger comme trivial ou parcellaire ou limité ou un peu cliché. Mais néanmoins, il y a une amorce, quoi. C'est OK, il s'y intéresse, quoi. Donc, capitalisons là-dessus. Et si on estime que la vue est faussée ou qu'elle est pas complète, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour la compléter? Mmh. Plutôt que de rester sur le constat en fait, tu vois, de ouais, mais bon, bah non, quoi. C'est qu'est-ce que toi, dans ton quotidien, dans ce que tu vas mener comme action, tu vas pouvoir lui amener pour progressivement, en partant de là où il est, bah, l'amener en fait sur un niveau qui va être augmenté. C'est vraiment très intéressant comme approche. J'aimerais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu retires en fait de cette expérience auprès des grands groupes aujourd'hui, s'il te plaît? Il y a un truc, enfin, pour moi, l'élément principal, c'est la pédagogie, être capable d'expliquer ce qu'on fait, le pourquoi on le fait, le comment on le fait. Hem, donc, j'ai pu me rendre compte que, des fois, en allant un peu trop vite, en fait, en prenant pas le temps d'expliquer, c'était, parfois, en fait, parce que, ces choses-là, je les maîtrisais pas moi-même, en fait, quoi. Et donc, le fait d'être capable, encore une fois, de vulgariser un maximum, et c'est pas un mot, c'est pas un vilain mot en fait, c'est de dire, rendre ça intelligible pour quelqu'un qui est complètement néophyte. Euh, Ça, enfin, moi, c'est des choses auxquelles je me suis retrouvé confronté, et des situations où j'ai dû vraiment déployer des efforts en fait pour moi-même prendre du recul sur ce que je faisais, des choses que je faisais peut-être à l'intuition, qui me semblaient tellement évidentes. Et je sais pas si tu as déjà donné des cours en fait, mais ça m'aide aussi parce que des fois de devoir expliquer et mettre ça en fait sur des slides ou un doc en fait de comment tu t'y prends étape par étape, et bien tu te rends compte que il y a peut-être des choses sur lesquelles tu vas un peu vite et peut-être parce que ça te semble tellement naturel, mais le fait de devoir le réexpliquer et de voir en fait en face de toi la personne qui comprend, tu dis ok, là c'est que je le maîtrise suffisamment pour être capable de l'expliquer. Et donc, il y a le premier point, voilà, c'est sur l'aspect pédagogie et de sentir que on part de loin, mais que ben, quand on regarde en arrière au bout d'un certain temps, en fait, on se rend compte du chemin parcouru. Et ça, c'est vraiment valorisant. Hmm. Et le deuxième point, c'est, bah, on parlait de l'empathie juste avant, c'est voilà, être en mesure de s'adapter aux différentes personnalités qu'on va avoir. Encore une fois, c'est des organisations qui sont très larges. On va des fois avoir au sein d'un même atelier des gens qui vont avoir des objectifs qui vont être en tout ou partie opposés. Et donc, bah, néanmoins, il va falloir les emmener en fait vers un objectif commun. Et donc, être capable en fait de capter ces éléments-là, capter le contexte, tu vois, d'essayer de s'en imprégner, et pour non pas arriver avec des gros sabots en disant bah, alors je vais vous expliquer comment ça va se passer et si vous faites comme je vous dis, en fait, ça devrait bien aller, mais plutôt d'être comme un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va débloquer des verrous, qui va ouvrir des portes et qui va permettre aux expertises autour de nous de les concentrer, tu vois, comme un faisceau lumineux Hmm. vers, vers ce qui fait sens en fait pour l'utilisateur. D'accord. Et de pas perdre de l'énergie ou faire des choses qui n'ont pas de valeur pour l'utilisateur. D'accord. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des gens qui soient complètement fermés et bloqués sur leur position lors d'un atelier et comment tu as réagi? Disons que j'ai eu des personnes qui soit avaient eu des mauvaises expériences, soit et qui avaient juste envie en fait de faire partager en fait certaines choses au groupe et qui du coup mais fermé dans le sens j'ai pas envie. Moi en tout cas ça m'est jamais arrivé. Et donc si je vois que voilà il y a une personne qui fait preuve de réticence en fait ou qui voit pas l'intérêt, qui est dans le questionnement, bah pareil, je vais essayer de comprendre. Donc ben, ça peut être soit par des échanges, soit par des un échange en off, en fait, tu vois, ou au sein du groupe, en fait, vraiment de libérer la parole, de se dire, voilà, qu'est-ce qui se joue derrière ça, en fait. Quoi. Et une fois que tu as compris que, bah, il y a le mois passé, ils ont mobilisé les gens pendant 5 jours sur un sprint et que derrière, il ne s'est rien passé, et que forcément, là, tu comprends mieux, en fait, que la personne est un petit peu réticente à remettre de l'énergie. Hmm.
elle a été vraiment frustrée en fait de déployer autant de temps et d'énergie pour au final accoucher d'une souris. Qu'est-ce qui Hmm. se passerait derrière? Donc, c'est jamais en fait, il faut dépasser pourquoi il se comporte comme ça en fait. Pourquoi il est fermé, pourquoi il a pas envie, mais il y a forcément une raison derrière et c'est pas personnel, tu vois? C'est pas parce que ta tête lui revient pas, parce qu'il a fait une croix sur l'UX, mais peut-être parce que, l'expérience qu'il a eue auparavant ou les expériences qu'il a eues auparavant, juste ont pas été, très heureuses et une fois que tu as compris, ça, bah, tu peux essayer de voir comment tu peux faire pour, bah, lui démontrer ou lui faire miroiter le fait que, l'issue sera pas la même. D'accord, ok. D'accord? Donc c'est encore une fois, hein, c'est toujours, ce jeu de ping-pong OK, je fais un constat, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Vraiment gratter c'est quoi la problématique qu'on doit adresser? Mais c'est vraiment comme l'UX, quoi. C'est, l'utilisateur ne finalise pas sa commande. Ouais, et qu'est-ce qui se cache derrière, quoi? Est-ce que, il y a quelque chose qu'il a pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné techniquement et cetera? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce résultat-là? Bah, là, c'est exactement pareil, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à une situation de blocage où la personne elle a pas envie? Une fois que tu as compris ça, bah là, tu peux déployer des efforts pour des solutions pour répondre à la problématique que tu as identifiée. D'accord, ok, très bien, merci. Et donc la suite, l'autre question c'était quelles erreurs as-tu fait avec certaines sociétés ou ou certains grands groupes? Des erreurs, il y en a certainement eu plein. Je pense que globalement, ça a certainement été par un manque de discernement sur une capacité à faire bouger des lignes, tu vois, en disant voilà, moi je sens qu'il faut qu'ils aillent dans cette direction-là, mais j'ai pas forcément intégré le fait que bah, il y avait une réorganisation qui se tramait ou qu'il y avait des projets qui allaient à l'encontre en fait des choses sur lesquelles je travaillais. Et donc ne pas intégrer en fait ces éléments-là a fait que, ben, à un moment donné, en fait, tu te prends le résultat, enfin le mur, tu te le prends si tu n'as pas su voir venir, en fait. Et donc, tu vois, c'est ça que j'appelle par manque de discernement, c'est le côté, tu veux bien faire, tu es convaincu, tu es passionné, et du coup, ça t'a empêché de voir, en fait, certains éléments périphériques qui faisaient que tu avais beau y croire à fond, ça allait pas pouvoir se passer comme ça. D'autres points ou des erreurs, en fait, c'est justement aussi des fois quand je parle de contexte, c'est des fois c'est juste pas le bon moment en fait. C'est juste pas le bon moment parce que encore une fois, on est convaincu que l'entreprise elle aurait besoin d'intégrer l'UX, d'y mettre plus de moyens, mais encore une fois, voilà, le modèle économique ne fonctionne plus. On va se séparer en fait de toute partie en fait des collaborateurs et donc oui, ce serait cool en fait de pouvoir s'atteler à ça, mais là, c'est juste pas le bon moment, quoi. Ou là, pour l'instant, enfin, ils voient pas l'intérêt, donc tu peux leur dire en fait tout ce que tu veux, ils vont juste pas les entendre comme ils devraient les entendre. Et ça, on l'a tous déjà vécu. C'est comme quand on donne un cours en fait, qu'on va te donner un cours en fait, et si t'es pas prêt à l'entendre, en fait, le cours aura beau être super pertinent, etc. Il faut juste être prêt à l'entendre, en fait, tu vois. Vraiment, au-delà de l'écouter, en fait, c'est l'entendre, le discours. Et donc, je pense que réussir à capter en fait ces éléments-là te permet de te dire, ok, je pense que là c'est peut-être pas le bon moment pour vous, et on va peut-être juste mettre en stand-by pour l'instant, et on se reparle dès que vous êtes prêts, parce que là aujourd'hui les conditions sont pas réunies pour qu'on puisse délivrer tout ce qu'on a délivré, et donc on va en tirer des mauvaises conclusions, quoi. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être intervenu alors que il y avait comment dire, une réorganisation dans une société? Ça m'est arrivé une fois, mais c'était pas du tout dans le scope en fait du projet sur lequel je travaillais, mais où effectivement les collaborateurs juste avant que j'arrive avaient eu une information comme quoi on allait délocaliser une grande partie en fait des équipes à l'autre bout de la France. Hmm. Et là, ça dépasse complètement. Encore une fois, voilà, ça rejoint en fait sur la capacité à intégrer le contexte et est-ce que c'est le bon moment en fait pour travailler sur certains éléments, parce que si les gens n'ont pas la tête à ça, tu vois, ou sont Bien sûr, oui. complètement focalisés sur mais qu'est-ce que je vais devenir demain, est-ce que je serai encore dans l'entreprise, etc. Euh, Tu peux déployer une énergie de dingue en fait.
mais ça, enfin, ça te dépasse complètement en fait, quoi. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, heureusement pas si souvent que ça. Mais oui, oui, et donc c'est aussi des moments où il faut savoir dire, bah écoutez, là, voilà, j'ai pas envie non plus ni de se compromettre, ni de passer du temps et du coup quelque part de faire, comment dire, faire penser en fait que bah, on n'a pas été capable de délivrer la solution ou que finalement bah, lui que ça marche pas si bien que ça. Mais c'est juste que là c'était des éléments qui nous dépassaient complètement quoi. Ah ouais, ouais, absolument. D'accord. Ok. Et donc le pendant de la première question, c'était quelle réussite es-tu fier aujourd'hui? Bah, je pense que quand tu te rends compte en fait qu'un projet est mal orienté, tu vois, par exemple, ils ont directement en tête une solution, ça va être par exemple, on va me demander, on voudrait refondre une app et donc on voudrait faire intervenir l'UX design, bah, est-ce que vous êtes sûr que c'est refondre l'app qu'il faut? Est-ce qu'il faut vraiment tout balancer? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments, est-ce que ça viendrait pas en fait d'autres éléments où voilà, on veut revoir la signalétique d'un lieu physique, on est sûr que les gens ne s'orientent pas bien, bah, est-ce que vous êtes sûr que c'est le seul problème qu'il y a au sein de ce lieu? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux en fait, de repartir sur une phase d'immersion pour être sûr en fait, déjà que c'est vraiment le vrai problème et qu'il n'y en a pas d'autres, pour pouvoir encore une fois délivrer les bons sujets. Et donc, quand tu sens qu'en posant en fait, certaines questions, tu arrives à quelque part ben, à leur faire prendre conscience en fait qu'ils ne se sont peut-être pas posés justement ces questions-là, qu'ils ne sont pas donnés, ils n'ont pas créé les opportunités en fait pour avoir des certitudes. Et quand tu te rends compte que bah, justement tu réussis à faire pivoter un projet qui s'apprêtait à mettre un budget conséquent sur quelque chose qui allait finalement délivrer très peu de valeur parce que c'était pas le vrai sujet à adresser. Là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. J'ai enfin, voilà, quelques beaux exemples comme ça où on a pu vraiment démontrer l'apport, quelque part, de raisonner centré utilisateur avec du prototypage rapide, des tests et de la recherche utilisateur. Et qu'au final, c'était des éléments qui n'auraient pas pu, pas vraiment su aligner en fait pour réorienter le projet au départ. D'accord. Ok. Super. Et puis c'est vrai que même au niveau personnel, c'est vraiment c'est très intéressant parce que ça prouve ta valeur personnelle en fait. Exactement. C'est très valorisant, ça donne plein de sens en fait, et c'est quelque part, ouais, ça justifie le fait que on s'arrache en fait quand même sur ces métiers-là, et que même si on en est convaincu, quand on a la preuve en fait par l'exemple, c'est tout de suite plus, ça rassure vraiment en fait, et ça redope en fait la motivation. Ouais. Tout à fait. Pour terminer, je voudrais te poser trois questions avant de te laisser conclure. Dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi? Si je devais raisonner de manière, ben, pour le coup, on peut rêver sur des choses qui soient assez différentes de ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien travailler autour du domaine de la santé, par exemple les hôpitaux. Je pense que, enfin voilà, on a pu le voir avec les récents événements, c'est des secteurs où il y a plein de dysfonctionnements, il y a très certainement un apport de valeur en fait, et je sais qu'il y a déjà des designers qui s'intéressent à ces sujets-là. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir en fait parce que ça, encore une fois, on touche directement à l'humain, on touche à Monsieur, Madame, tout le monde, et on dépasse le côté comment dire commerçant, Hmm. e-commerce, tu vois, faire générer davantage de chiffre d'affaires en fait pour l'entreprise. Et là, on est sur améliorer vraiment le quotidien, que ce soit du côté des soignants, mais aussi des patients. Et il y a tellement de choses à faire. Et encore une fois, avec des vraies initiatives, je trouve qu'ils sont pleines de sens. Et moi, à chaque fois, ça me fait vraiment vibrer quand je vois ce genre d'exemples-là qui passent, quoi. Donc voilà, si, pour répondre à la question, je dirais plutôt les hôpitaux. D'accord. Et qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer? Euh, alors, je pense que j'ai dû répéter le mot un certain nombre de fois avant cette interview, mais globalement,
il y a la partie évangélisation autour du design et être capable de mettre mon expérience dans la gestion de projet, dans le développement, dans le management, au service de l'évangélisation du design dans les structures. C'est-à-dire, je pense que voilà, j'ai ça pour moi, en tout cas comme actif, d'avoir vécu un certain nombre de situations, de points de blocage, de problématiques à gérer, avec des fois des échecs, des fois des succès, et de pouvoir du coup faire valoir ça, m'en nourrir, en fait, m'en enrichir pour pouvoir adopter un positionnement qui sera peut-être un peu différent d'autres designers. D'accord, ok, très bien. Et la dernière question, c'est comment vois-tu ton métier ou le métier de designer dans une dizaine d'années, dans 10 ans, s'il te plaît? Je pense que ce que j'observe là aujourd'hui comme un signal faible qui tend à s'amplifier, donc je pense que ça pourrait être une tendance dans 10 ans, c'est qu'on va vers une spécialisation. Alors si je reprends plus spécifique à l'UX design, on voit des UX writers, UX researchers, UX strategists et autres. Et donc on va avoir comme ça des profils qui vont ne faire qu'une partie très précise du processus. D'accord? J'y vois une opportunité parce que ça va permettre d'aller beaucoup plus loin, de vraiment avoir des gens qui soient, comme dans toute spécialisation, qui soient meilleurs en fait sur une partie de la verticale. J'y vois aussi un risque, c'est qu'on recrée en fait des silos et que là où on a une vertu en fait de raisonner global expérience, on s'enferme en fait dans quelque chose de ok, moi mon truc en fait c'est la recherche, la partie idéation, atelier, etc. C'est pas pour moi quoi. Donc, Oui. j'ai un peu peur de ça. Et donc moi je crois vraiment on pourra pas aller à l'encontre de cette spécialisation, mais néanmoins on aura besoin de profils aussi généralistes. Par exemple, pour des petites structures qui n'ont pas les moyens de staffer une équipe complète avec que des spécialistes, et qui n'auront en fait l'opportunité que d'avoir un seul rôle dans l'organisation, eh ben, on va du coup avoir besoin un peu comme un développeur full stack, d'avoir un peu un UX full stack qui va permettre en fait de continuer à travailler en fait sur l'ensemble des étapes du processus. Hmm. Je pense beaucoup aussi pour continuer à répondre à cette question-là, à croire que la notion de design et cette culture va progressivement se diffuser au sein des organisations et globalement devenir une sorte d'élément de base dans les compétences. Et donc je pense par exemple à récemment, j'ai co-animé un webinar sur le legal design. Donc tu vois des juristes en fait qui commencent à s'inspirer des approches design pour changer leur manière de faire en étant centré utilisateur. Donc très Très bien, concrètement, très bien. comment tu vas réécrire des CGV, comment tu vas réécrire des contrats. Et c'est pas forcément que de faire des infographies, mais c'est globalement identifier qu'est-ce qui pose problème. Et donc ce qui pose problème, ça va être la longueur de lecture. Puisque si je prends par exemple un exemple, les CGV de Facebook, si tu devais les lire en fait avant de t'inscrire, il te faut 20 minutes. Donc autant dire que personne ne les lit. Et quand bien même tu voudrais les lire, il te faut un niveau bac plus 5, voire bac plus 8 pour comprendre tous les termes qui sont utilisés. Une fois Absolument. que, une fois que tu dis ça, tu te dis, ok, la personne qui écrit les CGV, qui est donc dans ce rôle de concepteur, quelque part de designer, est-ce qu'il atteint son objectif quand il souhaite exposer l'engagement auquel tu t'apprêtes à conclure en souscrivant un service? Alors la réponse est non. Et donc, du coup, c'est certaines personnes qui ont compris en fait que les approches centrées utilisateurs permettaient en fait du coup de repartir de qu'est-ce qui pose vraiment problème, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui personne ne les lit, parce que ça c'est un constat aujourd'hui, personne ne les lit. Ok. Donc maintenant, si on va un peu plus loin, qu'est-ce qui fait que personne ne les lit? Donc je t'ai donné 2 éléments, il y en a peut-être d'autres. Et donc après, comment tu peux en t'inspirant en fait du design et en te faisant accompagner de designers pour le coup, parce qu'après il faut vraiment des outils spécifiques, mais déjà d'avoir cet état d'esprit de se poser en fait les bonnes questions et pas toujours de se dire bah, de toute façon on a toujours fait comme ça donc il n'y a pas de raison que ça change quoi.
Bah si, il y a raison que ça change parce qu'il y a plein d'indicateurs qui vont à un moment donné juste te dépasser. Donc, si je reprends cet exemple-là, c'est que tu vas avoir plein de startups de la legal tech en fait qui intègrent naturellement déjà cet état d'esprit-là, qui vont, si toi tu t'y mets pas, en fait, disrupter en fait le système. Et donc, ils commencent à s'y intéresser et s'y renseigner en fait dans les écoles de magistrature. C'est assez intéressant. Ah oui, Euh, carrément. Ah, je pensais pas que c'était à ce niveau-là, ouais. D'accord. Si, ça commence. Et donc, tu vas avoir des choses autour de l'aménagement d'espace physique. Donc, moi, je travaille avec des architectes, par exemple, là, sur un projet, où, du coup, j'aide, en fait, les architectes à repartir vraiment des besoins utilisateurs et être capable, en fait, de structurer ça différemment de ce qu'ils font à date. Donc, ça va beaucoup plus loin et d'amener de l'agilité dans le processus. Là où aujourd'hui, c'est un processus d'architecte, c'est quelque chose qui est relativement rigide. Une fois que c'est parti, en fait, que tu lances tes maquettes, etc., c'est quelque chose sur lequel c'est un peu difficile d'itérer, en fait. Et donc, d'amener de l'agilité, en fait, dans leur processus, sans dénaturer et sans cannibaliser, en fait, leur expertise, pour offrir des espaces de bureaux, des espaces ouverts, la gestion des flux, etc., mais qu'on a pu tester auprès d'utilisateurs tout au long du processus. D'accord. Et je crois que pour en revenir à ça, je crois que j'avais lu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois qu'il y avait des jardins qui avaient été aménagés justement, je me demande si c'est pas dans la ville de Paris, qui avaient été aménagés suite à des propositions, à des recueils auprès des utilisateurs, auprès des habitants du quartier. Et ces jardins avaient été justement réalisés en partie par rapport aux demandes et aux attentes des utilisateurs, des habitants du quartier. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quand même une entreprise qui a pensé à ça, qui l'a suggéré à la mairie de Paris, d'avancer dans ce processus-là. Et je me dis, waouh, le design a une force et là, c'est vraiment intéressant. Exactement. C'est de rendre les gens acteurs en fait de ça. Et je ne crois pas forcément au tout le monde designer. Hein. On aura toujours besoin de designers avec des formations et avec des outils qui leur sont propres. Mais néanmoins, le fait de se rendre compte que chacun à son niveau, quand même, on peut avoir une part en fait de designer en nous, parce qu'on conçoit tous en fait des livrables, des documents, des choses comme ça. Et donc de s'inspirer en fait des méthodos et du processus design, ça peut vraiment, je pense, tirer le truc vers le haut, quoi, tirer les sujets vers le haut. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Eh bien, je voudrais en fait te laisser la conclusion, Jérémy. Voilà, c'est à toi, c'est ton moment. Ok, alors déjà merci pour cette opportunité. Euh, Moi j'espère qu'en tout cas ces échanges-là vont aider, qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans certaines situations et que ça va, ça va avoir une portée en fait de gens qui vont peut-être se sentir moins seuls face à des situations un peu complexes. Je repense aux situations dans le monde des entreprises. Je pense que j'aime pas trop donner des conseils, mais on en avait parlé en amont. Je pense qu'il y a une dimension autour de rester ouvert d'esprit et garder en tête que toutes les situations qui peuvent être un peu des points de peine dans notre quotidien ou dans des situations qu'on peut vivre en pro, en fait, comme en perso, notre capacité en tant que designer, c'est encore une fois de voir en fait dans la contrainte une opportunité ou des opportunités. Et c'est de là que va naître la créativité. Donc je pense qu'une fois qu'on a dit ça reste un peu des mots, mais je pense qu'on a donné un certain nombre d'exemples sur lesquels, de manière très concrète, en faisant preuve d'empathie, en dépassant en fait le stade de on m'a opposé une contrainte. Du coup, on peut un peu élever le débat et du coup surpasser ou contourner l'obstacle. Et je pense que c'est voilà. Donc si ça peut aider, et naturellement, moi je serais ravi en fait d'avoir des feedbacks et d'échanger avec les personnes que ça intéresse, qui souhaitent aller un peu plus loin. Il y a plein de sujets. Enfin moi, c'est vraiment des choses qui me passionnent.
Et donc, je reste naturellement à disposition pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, merci pour ton opportunité, Laurent. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, pour cette conclusion. Merci pour d'être intervenu dans Design Plus. C'était vraiment très sympa comme échange. Et je te remercie d'avoir parlé de ce sujet parce que c'était un sujet qui était très intéressant. Et donc, je vous dis tous et à toutes à très bientôt pour un nouvel épisode de Design Plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!